La fin d'un arc rime toujours avec sacrifice, et Egghead n'aura connu que ça. Peu de victoires pour bien trop de départs. Des personnages se sont sacrifiés et une fuite vers Elbaf se profile, qui sera entachée du sang de nombreux personnages. Et tout ça, c'est pour Joy Boy. Et bienvenue sur Rafté et les accords d'One Piece. Et oui, la fin d'Egghead arrive à grands pas et on est assez pressé de voir ce que ça va donner. On a envie de voir l'arc d'après, on a envie que ce soit Elbaf. Mais bon, tout ça de toute façon, d'abord, il faut détailler ce chapitre. Et surtout, vous voyez bien, on n'est pas dans notre studio, on a déménagé à La Réunion, donc il faut refaire le studio et on va le refaire durant cette semaine et la semaine prochaine. Vous aurez un tout nouveau studio, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc tenez-vous prêts, je peux juste dire ça et on verra qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. La page de couverture de cette semaine est plutôt assez sympathique parce que Yamato se bat pas contre ces enfants-là, et heureusement, mais quelqu'un d'autre apparaît, et c'est Danjiro. Et ça fait plaisir, parce que mine de rien, on l'attendait, oui, tout le monde l'attendait, parce que c'est une confirmation, il est Daimyo de Kibi. C'est-à-dire qu'il est devenu Daimyo. Et comme on le disait, et ça c'est une prédiction qui déjà fait son petit chemin, et ça nous fait super plaisir, c'est réel, les nouveaux Daimyo ont été choisis parmi les fourreaux rouges. En tout cas, en grande majorité. Il y en aura certains où ce sera forcément des surprises. Mais là, en tout cas, Danjiro confirmé. D'ailleurs, Kibi, c'était le fief de Fugetsu, et dans le SBS 109, Oda explique que c'est lui qui a forgé le sabre de Fujitora. Assez sympathique. Le sabre, il a pas mal voyagé, semble-t-il, donc ça reste vraiment bien. Bon, on attend forcément la suite de cette mini-aventure pour le coup, et pour avoir pas mal de révélations, on aura le temps d'en parler bien après. Première page du chapitre. Nous nous retrouvons 26 ans dans le passé. Sur Punk Hazard, un étrange individu était venu voir Vegapunk, un certain Clover. Il a supplié de faire des recherches sur le siècle oublié. Le monde en a besoin. Mais celui-ci refusait obstinément. Il n'y a pas de réponse en ce passé selon le scientifique. En tout cas, jusqu'au moment où Clover fait une énorme révélation. Son nom n'est nul autre que Claudie Clover. Et dans son enfance, son frère est décédé car il avait donné son nom. Alors forcément, lui, il n'acceptera pas un monde où l'on peut mourir à cause de son nom. Vegapunk a beau en être choqué, il reste sur sa position. Il part, annonçant juste qu'il oubliera cette conversation. 4 ans plus tard, Ohara a été dévasté par le Buster Call. Et César, lui, il en rigolait. Mais Vegapunk se rendit en pèlerinage sur place. Et depuis, il en était entièrement changé. Retour au présent. Vegapunk cite les mots de Clover. Même si l'histoire est écrite par les vainqueurs, la vérité peut toujours refaire surface si les opprimés s'unissent. On commence par un mini flashback et ça fait du bien. On est sur Punk Hazard, il y a 26 ans de cela. Et ça, c'est génial parce que ça étoffe un petit peu l'histoire de ces îles. Et oui, ça fait du bien parce que Oda rajoute des informations sur des informations. Un jour, on va faire une énorme vidéo sur toutes les informations. Non, c'est faux parce qu'elle durait au moins 24 heures et c'est impossible de faire ça. Là, pour le coup, Punk Hazard, on voit les deux dragons. Les deux dragons étaient déjà créés à l'époque et ils étaient déjà sur place. Et Punk Hazard, forcément, c'est une île où il faisait bon vivre. Et on a l'apparition de Clover et ça fait super plaisir parce qu'en plus on apprend que c'était un Di. Donc lui aussi il a fait partie de cette grande famille des Di et on apprend justement un nouveau nom, c'est Claudie Clover. Donc une nouvelle famille, ça en fait 8 au total qu'on connaît et on se demande combien est-ce qu'il y en a au total. Est-ce qu'il y en a 12 ? Oui, il y a beaucoup de théories comme quoi qu'il serait 12 familles. Comme les apôtres. Voilà, on sait jamais, peut-être. Et parmi eux, il y aurait un traître, les Marshall Di. C'est possible. C'est possible, ça se tiendrait. Mais peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Peut-être qu'il y en a juste 9. On ne sait pas. Ou peut-être que tous les habitants des royaumes antiques, c'était des Di en fait. Ils avaient le Di dans leur prénom parce que pour une raison ou une autre, c'est juste pour dire là d'où ils venaient. Il y a tellement de significations possibles que forcément il faut attendre et il faut voir si nos théories sur le sujet sont validées ou pas. Et d'ailleurs, le petit flashback continue et on voit le moment où Vegapunk pleure pour Ohara. Et ça fait vraiment plaisir, mais en même temps, ça nous fait mal au cœur parce que ça réveille aussi tous ces souvenirs de One Piece qui font mal. Et surtout, on a César. César qui, lui, est en train de se moquer parce qu'eux, ils faisaient des recherches sur les siècles oubliés. Le siècle oublié. Mais César, à l'époque, beaucoup de personnes, Vegapunk aussi, ne savent pas que les royaumes antiques étaient tournés vers l'avenir. En tout cas, ils étaient avec une technologie énorme. Si César le savait, il aurait voulu faire des recherches également dessus, c'est certain. Donc, on se dit que César, c'est un clown jusqu'à la fin. Puis on va revenir aussi sur les larmes de Vegapunk pour son ami, parce que là, on le voit bien, c'est le moment où finalement il devient l'héritier de Clover. L'héritier parce qu'il va finalement avoir envie de continuer ses recherches pour Clover.
Et d'ailleurs, l'arbre de la connaissance, eh bien, c'est devenu Vegapunk. Dans tous les sens du terme. C'est une espèce d'arborescence, son cerveau. On voit qu'il est à l'intérieur. En fait, il ressemble à l'arbre d'Ohara. Et il y a toutes les connaissances des livres qu'ils ont cachés. Il y a toutes les connaissances sur le siècle oublié. Il n'a pas tous les faits. Mais c'est un arbre de la connaissance à lui tout seul. Et il veut devenir l'internet mondial. Donc ça colle totalement. Retour sur Egghead. Le Sony est presque prêt à partir, mais Lilith refuse de le faire décoller. Il y a beaucoup trop d'incertitudes et ils se cracheront si une chose se passe mal. En plus, le squelette cheval ne laissera pas les choses bien se dérouler. Mais soudain, une ombre débarque et Lilith se fait démonter par Atlas. Et elle se justifie en disant que comme ça, Lilith pourra survivre. Alors forcément, tout le monde comprend qu'Atlas va se sacrifier. Et sans attendre, elle se jette sur Nazjuro. Et même si elle n'est pas de taille, elle se fait exploser et elle permet au Mugiwara de décoller. Sur les berges de l'île, tout le monde s'étonne de l'arrivée du robot, et celui-ci se met à discuter avec Luffy. Il lui annonce qu'il est content de le revoir, de revoir Joy Boy. Et ce dernier ne comprend pas et regarde partout, avant qu'Emmet ne lui dise qu'il parle bien de lui. Il est là pour le protéger face à ses ennemis. Et forcément, les géants à côté se posent des questions sur cet étrange robot. Mais Luffy leur dit qu'il a dit être là pour protéger un certain Joy Boy, mais il ne sait toujours pas qui c'est. Mais évidemment, personne d'autre n'a entendu ce que le robot avait dit. Lilith est une Vegapunk du démon, ça c'est certain parce que c'est Evil en fait son truc. Mais surtout, elle est très pragmatique, elle a le côté scientifique qui fait que si c'est pas dans le 1000, on n'y va pas. S'il y a 95% de chances d'y arriver, 5% de chances que ça n'arrive pas, et surtout on a à côté en fait un mec qui va faire que les 5% se transforment en 90%, on n'y va pas. C'est clairement ce qui se passe. Elle a peur de Nazjuro, elle a peur de l'échec et elle ne va pas jusqu'à la fin. Mais elle a oublié qu'en face d'elle, avec elle plutôt, elle a l'équipage le plus chanceux de One Piece. Ceux qui sont arrivés au niveau Yonko en moins de 3 ans. Donc, en soi, heureusement qu'on l'a assommé. L'arrivée d'Atlas, elle est géniale. On voit très bien Lilith est en train de s'affoler et nous, on a envie que d'une seule chose, c'est que l'histoire avance finalement. Et là, il y a Atlas qui débarque et qui lui donne un énorme coup de poing. Donc bon, c'est triste pour Lilith, ça a peut-être fait mal, mais en tout cas, nous, ça nous fait du bien parce qu'on sait que l'histoire va avancer. Et ça, c'est pas mal. On s'attendait par contre à avoir pas mal de Vegapunk qui partiraient avec les Mugiwara. Finalement, il n'y aura que Lilith. Pour ça, par contre, on s'attendait aussi à ce qu'il y ait énormément de sacrifices qui se fassent. Et là, pas à ce point, pas à ce point. Pas à ce point et pas autant au niveau des Vegapunk. Ça fait mal, mais on sait que aussi ce sont des clones, que peut-être Vegapunk derrière, il pourra refaire quelque chose, ou même Lilith peut-être plus tard. Juste son cerveau, comme le cerveau existe toujours. Peut-être qu'ils pourront les refaire revenir, mais en tout cas, en attendant, on n'a envie que d'une seule chose, c'est que Lilith puisse partir sereinement et en sécurité, et qu'à la fin, il puisse y avoir un énorme combat entre Lilith et York. Ce serait génial. York, dragon céleste, Lilith de son côté, version pirate Mugiwara, et là, le clash sur Marie-Joise. La revanche de Lilith, ça serait vraiment trop bien. D'ailleurs, point badass, Atlas monte en flèche. Ils se battent contre Nazjuro, on en parlera un peu après, mais incroyable, incroyable. C'est un sacrifice qui en vaut la peine pour le coup, et franchement, faire ça face à Nazjuro, ça sort de l'ordinaire. Et en plus, l'explosion, n'oubliez pas, a permis de propulser le navire plus loin, et donc de déjouer les probabilités et de faire réussir. Voilà pourquoi Atlas était si confiante. D'ailleurs, il faut bien comprendre que les Vegapunk ne sont pas forcément tous morts. Ça veut dire qu'une fois qu'ils dorment, ils sont tout simplement déconnectés et donc York ne peut pas les retrouver, ne peut pas les percevoir. Donc on ne peut pas savoir s'ils sont morts ou vivants. Peut-être aussi qu'il y a une histoire, de distance. Peut-être aussi qu'il y aura une histoire de distance. Donc quand Lilith sera assez loin, peut-être que York ne pourra plus la détecter. Et ça, ce sera pas mal. Petit point sur Luffy, il a débloqué la voix de toute chose en version ultra passif. C'est incroyable. Il entend le robot communique avec lui et tout, et il n'y a pas de souci. Donc là, est-ce que ça veut dire que le Gear 5 est accompagné forcément de la voix de toute chose? Est-ce que là, il est capable de voir un poneglyphe, de comprendre le poneglyphe sous cette forme? Est-ce qu'il est capable de comprendre le monde entier, de communiquer avec les monstres des mers, de communiquer avec toute forme de vie et toute forme de non-vie? Et arriver en fait à un certain point, c'est semble-t-il le pouvoir ultime de One Piece. Roger l'avait. Il l'avait, sans doute que tous les Joy Boys les avaient, peut-être Québec également, et là, on a peut-être l'information, en tout cas l'accès à l'information qui manquait absolument. Le Buster Call continue, alors que la marine tire à l'aveugle, Jupiter s'élance sur le robot qui prépare une attaque spéciale. Mais rien ne se passe, eh bien non, ce n'est pas un Magikarp, c'est juste un robot un tout petit peu rouillé, et son bras se fait emporter dans l'attaque.
Saturne contourne l'obstacle et il saute sur le navire des géants. Il cible toujours Kuma et Bonnet. Alors que du ciel, le Sony est en train de tomber. York exulte en pensant être la dernière des Vegapunk. Les 5 anciens pensent avoir presque gagné. Les Mugiwara sont presque tous réunis. Et Vegapunk donne le vrai nom de Roger avec son fameux dit. Et il annonce qu'ils ont sans doute entendu la vérité sur la dernière des îles. Et enfin, Emmett pense que c'est le moment, qu'il peut enfin utiliser ce que Joy Boy lui a transmis. Et là, c'est la fin du chapitre. Alors là, franchement, genre Saint-Saturne, il débarque sur le navire des géants et il fout rien. Il regarde, il fout rien. En fait, il regarde, mais surtout, on sait qu'il produit du venin avec ses pattes. Et là, il produit rien du tout. À quel moment il pourrait détruire le navire, mais ne le fait pas? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose tous. Ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ce robot, il est vachement rouillé. Mais on ne lui en veut pas parce que c'est normal, il a quand même passé 200 ans dans un sous-sol, dans un endroit perdu, sur Egghead. Donc forcément, il a pris un petit coup de rouille. C'est normal. Ah oui, c'est plus qu'un coup de vieux, là, le pauvre. Mais c'est vrai, on se pose pas mal de questions pour le coup. C'est vrai qu'on se demande, du coup, qu'est-ce que c'était que ces armes, ces attaques, il n'a pas pu faire. Nous, on aurait vachement aimé voir. Et on se demande aussi, comment est-ce qu'il s'est battu il y a 200 ans? Est-ce qu'il a utilisé justement ces pouvoirs-là? Et contre qui il s'est battu? Parce que là, on n'a pas l'impression qu'il ait déjà battu le Gorosei, et pourtant, il avait été mis KO par quelqu'un. Donc, qui est-ce que c'était? Parce que s'il s'était battu contre le Gorosei, en fait, il serait plus abîmé que ça. Là, il avait qu'une lance dans le ventre. Donc là, on voit bien que Jupiter lui arrache un bout de bras tellement facilement. Voire Curie lui avait défoncé en fait les côtes, mais incroyablement facilement. Là, il avait juste une lance. Est-ce que c'est un amiral de l'époque? Est-ce que c'est un personnage puissant? Est-ce que c'est un dragon céleste? C'est-à-dire les cavaliers divins? On ne sait pas. Et franchement, ça manque d'explications. D'ailleurs, ça aussi un reproche. Au lieu de donner des informations capitales à Joy Boy, à Luffy, non, le robot antique, encore une fois, comme tous les personnages de One Piece, ne donne aucune info, ne donne rien du tout. Et donc, l'histoire n'avance pas. Cette révélation pour le dit de Roger, c'est incroyable, mais pas pour nous. Parce que nous, forcément, on le savait déjà. Donc là, encore une fois, c'est un chapitre qui ne nous est pas spécialement dédié, mais en tout cas qui est dédié aux personnes du monde de One Piece. Donc pour eux, c'est vraiment une énorme révélation, c'est incroyable, c'est waouh, alors que nous, ça fait déjà 20 ans qu'on le sait, mais bon... Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'en fait, ça ne bouge pas, cette chose-là. Ce chapitre ne nous est pas destiné. Encore une fois, on aurait pu avoir d'énormes révélations, mais de vraies révélations. C'est vrai, on a eu des révélations, mais encore plus. Mais non, Oda temporise encore et encore. Il nous tient en haleine et il sait que ça fait vendre. Est-ce que, en fait, pas forcément lui, mais la Suisha, l'ensemble de la machinerie qui est derrière lui dit peut-être « Attends, avant de tout révéler. Non, tu fais ça petit à petit. Elbaf, tu peux y aller un petit peu plus, mais pas tellement non plus, parce que Elbaf, normalement, ils sont pas censés tout savoir. Donc, attends la dernière île. Attends 10 ans. C'est pas plus mal pour nous, mais ça commence à faire long. Peut-être que pour les 30 ans de One Piece, c'est là où toutes les informations seront données. Là, il y a 27 ans, si je ne me trompe pas. Et pour finir cette review, Emmett, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire qu'il va faire quelque chose que Joy Boy l'a autorisé à faire à un certain moment. Nous, on a une théorie. C'est qu'il va libérer toute son énergie. D'un seul coup. C'est une forme de sacrifice. Mais surtout, on sait qu'il marche avec une énergie très particulière. Il a répondu au fait que Nika se soit réveillée. Cette forme de libération d'énergie sera sans doute la libération de l'énergie Nika qui a été accumulée, sachant qu'il y a eu 2 Nika à un moment. Il y a eu Luffy et Bonnet. Donc cette énergie s'est accumulée en lui, il va tout libérer d'un coup, et peut-être que cette accumulation pourrait tuer ou blesser gravement les doyens. Rappelez-vous, les doyens, ils ont énormément de blessures. Forcément, quelqu'un a fait ces blessures. C'est forcément, pour nous en tout cas, Nika. Donc, peut-être une grosse concentration, de grosses attaques de Nika peuvent faire ce genre de choses. Et si le robot accumule cette énergie, ils peuvent forcément le libérer également. D'ailleurs, n'oubliez pas que les doyens se sont affolés quand il y a eu un deuxième Nika qui est apparu. Donc c'est peut-être ça, ils avaient peur des attaques combinées et que ça fasse en sorte que c'était fini pour eux, qu'ils étaient réellement blessés et la lumière tuait les ténèbres. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, le robot antique se désagrège et explose en lumière. Numéro 2, le Sony arrive enfin sur l'eau et tout le monde va bien. Numéro 3, les géants prennent tout en charge et ils poussent Saint-Saturne à l'eau. Pas un fruit du démon, le mec il va survivre, vous inquiétez pas. Numéro 4, les doyens commencent à être blessés et battent en retraite. Et enfin, numéro 5, grosse révélation de Vegapunk, enfin une révélation pour nous.
Et voilà les accords de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accords de One Piece!